les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines, un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fée aux groupes internationaux à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sertir une place. Et elles ont réussi, parce qu'elles sont brillantes. Dans ce nouveau podcast, Brillantes, je vous fais découvrir non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin, en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la jeune génération se prépare ainsi à devenir brillante. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Chaque semaine, vous pouvez m'entendre dans le podcast thématique « Il était une fois le bijou » ou bien le podcast des grandes et petites histoires et de l'actualité du bijou qui s'appelle « Le bijou comme un bisou ». Dans ce nouveau podcast, je reçois aujourd'hui une femme brillante, Mina El Hadraoui, la directrice France du NDC, le National Diamond Council. Alors Mina, bonjour. Bonjour. Et bon, en fait, on est là pour que vous me racontiez votre vie. Je veux savoir comment une femme devient la directrice France de ceux qui vont défendre le diamant. Je suis arrivée en Sologne, à Romorantin, et j'avais 2 mois, effectivement. Donc j'ai fait mes études du secondaire dans cette fameuse ville capitale de la Sologne. Et ensuite, le bac en poche, j'ai décidé d'aller à Paris, de préparer 2 années pour intégrer une école de commerce traditionnelle. Suite à mon école de commerce que j'ai réussi, Félicitations. Merci. J'ai eu la chance, dans mon parcours, d'intégrer une entreprise qui travaille dans le design produit pour des grands groupes industriels comme pour des maisons de maquillage, type le groupe L'Oréal. Et en fait, ça a été une révélation pour moi parce que je pouvais allier mes compétences de tout ce que j'ai pu apprendre et aimer en école de commerce et en même temps toute la créativité qui m'est emplie en fait. Je suis pleine de créativité, donc c'était un super mix entre les deux et je me suis dit il faut que j'évolue dans un univers où je peux allier compétences et création. Et du coup, l'univers du bijou était une révélation pour moi. Et du coup, vous l'avez rencontré comment ? Alors, j'ai travaillé pour la maison Christian Bernard, il y a quelques années maintenant, en tant que chef de produit, où j'ai commencé ma carrière, où j'ai été chef de produit et je m'occupais de toute la bijouterie joaillerie au sein de la maison Christian Bernard. Donc là, j'ai appris tout ce qui tournait autour du bijou. Donc comment on fabrique un bijou, les matières premières, comment elles s'achètent, comment elles se développent, les équipes derrière. Donc beaucoup de présence à l'international. Où est-ce que c'est le plus loin où vous avez été ? Je sais pas. J'ai été en Inde, à Bombay, j'ai été au Vietnam, j'ai été en Chine, en Thaïlande. Le tour du monde. Oui, j'ai eu la chance d'avoir pu voyager grâce à ce métier qui est juste passionnant parce qu'un bijou, c'est, comme je le dis tout le temps, c'est un vecteur d'émotion. Et chaque pierre est unique. Et les pierres, on a la chance de les avoir à travers le monde entier, qui nous sont fabriquées naturellement par la terre. Donc, on fait le tour du monde pour pouvoir trouver les gemmes les plus exceptionnelles. C'est cette conjoncture et cette confluence de matière, d'idées, d'envie, de créativité qui font qu'on a la chance de beaucoup voyager dans ce métier. Et vous m'avez raconté que vous aviez un patron que vous avez testé avant de vous emmener où déjà en Thaïlande ? En Chine, à Hong Kong. Racontez-moi ça. Alors, c'est en 2006, si ma mémoire est bonne. J'ai été recrutée par une société qui faisait de la vente de canapés en ligne. Vous allez me dire, mais quel est le rapport ? Le rapport, c'est qu'en fait, pour remercier leurs clients fidèles, ils ont monté une vente de bijoux en ligne, d'or et diamants. Et en une journée, ils ont fait un chiffre d'affaires colossal. Donc, ils se sont dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, je suis arrivée, du haut de mes 25 ans à peine. Monsieur Hervé Giaoui, qui est le PDG du groupe CAFOM, m'a choisi dans le cadre d'un entretien très original, avec son accent méditerranéen, où il me demande si je suis capable d'aller acheter un bijou en Asie, si je suis capable d'acheter de la matière première, si je suis capable de faire des choses. Et donc, il me propose de m'emmener avec lui à Hong Kong
pour me mettre à l'essai finalement. Donc on est partis ensemble en voyage juste après le mois d'août. Et là, nous avons rencontré tous les fournisseurs avec lesquels j'avais eu la chance de collaborer par le passé. Et on a monté ensemble la plateforme Diamant Unique, qui a été une des premières plateformes de vente de bijoux en ligne, dédiée aux diamants essentiellement. Et c'était déjà en quelle année ça ? En 2006. En 2006 déjà, donc vous étiez vraiment précurseur. Il me semble qu'il y avait Adamance et nous, à l'époque. Donc c'est vrai qu'on nous a beaucoup observé parce qu'on était un peu ce qu'on appelle disrupteurs, mais j'aime pas trop ce terme-là, mais on dérangeait un peu tout ce qui était us et coutumes traditionnels. On était un petit peu l'agitateur. Et surtout, le souhait, c'était de démocratiser le bijou. C'est que tout le monde puisse acheter un bijou, tout le monde puisse s'offrir une bague avec un diamant. C'était le concept. Et l'idée, c'était de faire pénétrer le précieux au sein de toutes les familles françaises. On est un peu comme Henri IV qui voulait que tout le monde mette la poule au pot, sauf que là, c'était un peu ça. Sauf que là, c'était des diamants. C'était des diamants. Donc, tout le monde ait son diamant à la maison. C'était Mais ça. il y avait que des diamants ou il y avait d'autres pierres ? Vous parlez de tas de pierres, en fait. Oui. Au départ, on n'était que sur la première année, on a travaillé qu'autour du diamant. Et ensuite, on a développé d'autres pierres, des pierres précieuses, des pierres dures, de la perle de Tahiti. La perle de Tahiti a été un vrai succès. Parce que c'est une perle comme le diamant qui fait rêver. Et de l'avoir à des prix accessibles, parce que l'objectif c'était de démocratiser, en fait on a été victime de notre succès. Régulièrement, je me retrouve en rupture de stock sur cette gamme de produits. Et donc ça a duré Alors de 2006 à 2009. D'accord, et qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette expérience ? En fait, c'est de partir d'une feuille blanche et d'écrire une histoire avec un concept de marque, avec toute une histoire autour de l'environnement du diamant. Et surtout, en fait, ce que j'ai aimé, c'était la démocratisation du bijou, en fait. L'idée, c'est que effectivement, le bijou chaque femme doit pouvoir s'offrir un bijou. Et c'était très enthousiasmant de se dire, que j'ai 8 000 €, ou que j'ai 500 €, ou que j'ai 300 €, je peux m'offrir un bijou sur la plateforme Diamant Unique. C'était le côté hyper plaisant et jouissif même. Vous en avez acheté, vous ? Oui, à titre personnel, oui. Et c'était quoi ? Perles de culture sur cordon. C'est dans l'air du temps d'avoir plein de choses sur cordon, donc on avait monté des perles de culture sur cordon qu'on vendait, si ma mémoire est bonne, autour de 80 € TTC, donc ce qui était vraiment accessible en soi pour une perle de Tahiti. Il est vrai qu'on a connu beaucoup de succès avec cela. Et alors après, direction la Monnaie de Paris ? C'est ça. Ça a été une révélation, cette entreprise, parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à parler de la monnaie, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est une manufacture qui est Quai de Conti. C'est la plus ancienne manufacture de l'histoire, sans discontinuité. Et on bat encore le métal, Quai de Conti. Et il y a toute une histoire de savoir-faire, d'artisanat d'art. Et tout cela, en fait, on ne le sait pas. On le sait peu, malheureusement. Et ce qui a été très enthousiasmant, c'est de découvrir le geste. En fait, derrière chaque geste, il y a une expertise, un savoir-faire ancestral qu'on apprend de génération en génération. Par exemple, le métier de fondeur, de ciseleur, d'émailleur, c'est pas un métier qu'on apprend en 2 ans, ou en 1 an, ou en faisant une formation de 5 ans. Non, on fait des études pendant quelques années, et ensuite, on travaille avec un maître pendant au moins 10-15 ans, et ensuite, on acquiert le geste presque parfait, parce qu'il faut encore le travailler. Et en fait, c'est cette recherche de savoir-faire, d'expertise, de pousser l'objet jusqu'à son sublime et la valeur émotionnelle qu'il y a derrière. Et du coup, on est dans quelque chose de complètement hors norme, en fait. Hors norme, c'est le terme. C'est hors norme ce qui se passe à la Monnaie de Paris, et leurs produits sont hors normes. Et derrière aussi, il y a... alors j'aime beaucoup parler d'eux avec beaucoup d'émotion. Ce sont tous les artisans d'art de la Monnaie de Paris qui ont juste à cœur de transmettre leur savoir, d'une part, ce qui est rare aujourd'hui, et en même temps, leur émotion quand ils le partagent avec vous. C'est-à-dire moi qui étais au service marketing du haut du bâtiment, je descendais les voir pour des questions techniques. Ils avaient plaisir à m'expliquer, à me montrer, une fois que la relation de confiance était installée, bien évidemment. Ils étaient même surpris ils me disaient tout le temps, le marketing vient dans les ateliers. Je dis, oui, le marketing vient dans les ateliers. En plus, une femme au milieu d'hommes, avec tous les clichés que ça peut représenter, mais c'était quand même assez enthousiasmant de voir avec quelle passion ils expliquaient leur métier, et ils vous aidaient à résoudre des problématiques techniques, parce que vous avez besoin de les pousser aussi dans leur retranchement sur des compétences techniques que vous souhaitez développer en termes d'innovation. Et là, en fait, c'est des gens exceptionnels, en fait, vraiment. Comment une femme fait pour qu'un homme fasse ce qu'elle veut ? On lui dit « Mais alors là, c'est possible ?» Comment on fait concrètement ? Alors moi, ça a été avec beaucoup d'humilité. Parce que le savoir, c'est eux qui l'ont, c'est pas moi. Moi, je suis juste là pour mettre en musique, en fait, et mettre en valeur leur savoir-faire. Mais c'est eux qui détiennent tout cela. Donc avec beaucoup d'humilité, j'essaie de les emmener avec moi au travers d'une histoire, et je leur explique un peu tout ce que j'ai envie de faire avec eux, tout ce que j'ai envie de créer autour d'eux et de leur savoir-faire.
quand je présentais les collections autour desquelles j'allais travailler avec eux. Et j'expliquais en fait pourquoi est-ce que j'avais besoin de tel et tel élément. Parce que, par exemple, une patine en gold, c'est une patine qui est juste exceptionnelle. Ce sont sur des médailles. C'est des patines qui sont très très longues à faire et elles transforment la matière, elle devient noire en fait, à force. Mais c'est une technique très particulière qui se fait de moins en moins et qui coûte très très cher en termes de fabrication, bien évidemment, mais c'est énormément de temps et de patience. Mais en fait, cette patine, elle n'est pas connue, par exemple, du grand public. Donc quand je décide de faire toute une série de produits avec de la patine à gold, et que je leur explique pourquoi, ils ont à cœur de m'aider déjà. Et en plus, ils ont à cœur de me trouver la meilleure technique pour gagner en excellence. Et c'est vrai que ce sont des femmes et des hommes et des femmes quand même alors. Oui, il y a des femmes. Heureusement. Heureusement, ce sont des femmes et des hommes exceptionnels. Et vous m'avez dit que dans ce cadre-là, de la Monnaie de Paris, vous avez briefé Christian Lacroix. Alors ça, c'est le côté incroyable. Moi, j'ai briefé Monsieur Christian Lacroix. Donc oui, j'ai eu la chance de vivre cette histoire. C'est vraiment une chance. Alors vous deviez faire quoi avec Christian Lacroix? J'étais responsable produit art et luxe. Donc c'était tout ce qui était fonderie d'art, bijouterie, joaillerie, médailles. Donc les médailles presse-papier, par exemple. Et tout ce qui est décoration officielle, donc les grands ordres, arts et lettres, Légion d'honneur et autres grands ordres que nous connaissons. Et donc, j'avais toute une problématique sur la médaille presse-papier, qu'on a tous eu sur le bureau de nos grands-parents, qui, on la regardait d'un œil, on ne savait pas à quoi ça servait, c'était un peu un objet, on ne sait pas trop quoi en faire, un cale-porte, un... Et en fait, ça m'embêtait, parce que derrière ces médailles, il y a un tel savoir-faire, une telle expression artistique, que c'était pas possible de garder ça dans un coin et de pas le mettre en valeur et en avant et de pas le proposer aux clients. Et l'idée, c'était de travailler sur une thématique qui nous tenait tous à cœur, c'était la célébration. Donc la célébration, il y a les anniversaires, la naissance, les mariages et le Pacs. Donc l'idée, c'était, à l'époque, le Pacs était encore nouveau. Donc l'idée, c'était de trouver un objet qui allait venir célébrer et le mariage et le Pacs. Et qui mieux que Christian Lacroix pour retranscrire artistiquement et graphiquement les symboles du mariage ou du Pacs. Et du coup, voilà, la thématique, c'était travailler autour de la célébration. Et il est vrai qu'avec Monsieur Christian Lacroix, ça a été des moments de partage et de créativité comme j'ai rarement vécu dans ma carrière. Et c'est une personne admirable, au-delà de l'artiste, hein, parce que l'artiste est... Voilà, c'est l'artiste. Hein, Christian Lacroix, c'est Christian Lacroix. Mais moi, c'est la personne que j'ai vraiment aimée. C'est une personne qui, je vous en parle avec beaucoup d'émotion, hein, c'est une personne qui m'a profondément touchée. Et qui vous a boosté aussi. Et qui m'a boostée. Donc, par exemple, vous m'avez dit, mais si il vous a poussé à vous exprimer. Oui, parce qu'en fait, j'étais très humble. C'est Monsieur Christian Lacroix que vous avez en face de vous. Vous n'avez pas 10 000 assistants entre vous et lui. Et du coup, vous êtes juste avec lui, en fait. Et vous devez lui expliquer ce que vous souhaitez. Moi, je suis toute jeune. Lui a quand même une expérience. Il n'a rien à prouver à personne. Donc, du coup, il m'a poussé, en fait. Il m'a dit, mais si, il faut que vous puissiez me dire ce que vous souhaitez. Comment vous voyez, quelle est votre vision? Comment vous voyez le produit? Donc, on a échangé longuement tous les deux à ce propos. Artistiquement parlant, ça a été un foisonnement... d'idées, de dessins, extraordinaire. On dit souvent que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Et en fait, derrière la grande femme que vous êtes, en fait, il y a eu ce grand homme. Oui, c'est vrai. Il a fortement contribué à mon approche créative, en fait. Le fait de ne pas se mettre de barrières. Quand je regardais comment il travaillait, comment il construisait, en fait, son imaginaire et son interprétation graphique du mariage, je me disais, mais en fait, Mina, tu te mets trop de barrières. Regarde, il fait des découpages sur du dessin, sur du volume, sur de la matière qu'il mélange. Mais en fait, c'est l'ouverture à plein de choses. Et donc, il vous pousse dans vos retranchements créatifs. Donc après, il faut choisir. Et là, c'est dur. Parce que choisir entre plusieurs projets de Christian Lacroix, c'est dur. Donc on a fait un choix en consensus. Parce que finalement, on était plusieurs autour de la table. Et tant mieux à avoir eu le choix de 2 modèles qui étaient juste superbes d'ailleurs. Qui sont toujours en vente à la Monnaie de Paris. Et ils ont un nom? C'est la médaille du mariage et la médaille du Pacs, dessinée par Monsieur Christian Lacroix. Une autre aventure aussi extraordinaire, c'est on a tous un univers intimiste avec cette œuvre qui est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, qui nous a tous touchés parce que nos parents nous l'ont lu, ou on l'a lu, ou il fait partie de notre imaginaire collectif. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec les neveux et arrière-petits-neveux d'Antoine de Saint-Exupéry dans le cadre de leur licence Le Petit Prince. Et donc, on a réinterprété
une collection tout en poésie et tout en douceur, telle qu'est son œuvre. Et ça a été un vrai bonheur de pouvoir apporter ma patte à cet univers artistique. À la suite de quoi, vous rentrez chez Gringoire. Oui, chez H. Gringoire, donc la maison... Expliquez-nous, c'est c'est qui Gringoire, H. Gringoire, Alors, c'est qui H. Gringoire, c'est une maison qui a été créée en 1880 à Paris par Monsieur Hourdequin, d'où le H. Donc Monsieur Hourdequin crée sa maison. C'était au départ un négociste et un grossiste qui achetait et qui revendait des bijoux, de l'or aussi. Et donc il a fondé sa maison. On est au 79 de la rue de Turbigo. Et ensuite, il a décidé l'aventure a continué en fait. On était au tout début de la période Belle Époque à Paris. S'en est suivi la période Art déco et Art nouveau, qui ont été des périodes très créatives en France, dans laquelle la marque, elle s'est vraiment inscrite. Donc en 1919, je crois, ou 20, il a cédé l'entreprise à son fils, donc Achille Hourdequin Junior, qui lui-même a eu des filles. Et à l'époque, les femmes ne pouvaient pas être entrepreneurs, chefs d'entreprise. C'est très paradoxal, mais c'est un peu comme ça. Et du coup, son gendre, Monsieur Gringoire, a rejoint en fait l'entreprise familiale. Donc c'est devenu Hourdequin Gringoire. En 1991, ça a été racheté par le groupe Pranda. Donc c'est un groupe qui est coté à la bourse de Bangkok. Et la marque est devenue la maison H. Gringoire. Puis, sur la fin des années 2008, la marque est devenue la maison Gringoire Joaillier. Donc ça a été une maison pleine d'histoires. C'est vrai, un riche environnement artistique. Son ADN, c'était la pierre de couleur. Donc comment on s'exprime avec une pierre de couleur dans le cadre d'un marché qui est exclusivement dédié au diamant, sur le marché français en tout cas. Et là, c'était toute l'interprétation poétique. Donc on s'est inspiré de tout ce qui a été fait pendant la période Art déco pour un peu reprendre la parole sur le marché de la pierre de couleur. Pour cela, j'avais travaillé avec Monsieur Victor Touzloukov, qui est un célèbre lapidaire. Enfin, c'est un homme extraordinaire en termes de savoir-faire et de créativité. Et on a dédié toute une collection. La collection, elle s'appelait GEM. GEM. On aimait bien le petit quiproquo avec le GEM dans la version française, dans la langue française. Et ça a été une collection qui a connu du succès par son audace, sa créativité et sa sensibilité. Et votre mission concrète, c'était quoi ? Moi, j'étais directrice de marque et de collection. Donc, j'ai créé tout l'environnement de marque, toutes les collections. J'ai restructuré les gammes. J'ai reproposé une offre pensée et adaptée au marché français. Et en même temps, j'avais envie de parler de savoir-faire. C'était un peu les missions que j'avais au sein de cette maison. Et vous m'avez dit que vous aviez fait une pièce extraordinaire avec Victor. Oui, tout à fait. Sur une citrine Palmera, il m'a taillé, donc c'était des tailles exclusives pour la maison Gringoire. Il nous a taillé une gemme en forme de tête de lion, qu'on a ensuite stylisée avec l'artiste Camille Toupé, dans l'esprit Art déco. Donc une crinière très stylisée. On s'était inspiré des palmettes de l'Empire State Building, très art déco. Et on a créé tout un univers autour de ces produits-là qui étaient juste exceptionnels. Donc il a taillé ça dans la pierre. Oui, il avait aussi taillé une forme de lotus, une bague en forme de lotus, le cœur d'une rose aussi, pour pouvoir un peu, voilà, c'est la faune et la flore en fait. Victor est très sensible à la nature et à l'environnement. Donc, ça faisait partie de son ADN. Donc, on a pris cet ADN-là pour le retranscrire dans le cadre de la marque et de ce qu'on voulait exprimer. Et ça a duré ? Ça a duré 6 ans. Et là-dessus, vous retournez au diamant ? Je retourne au diamant, effectivement, chez Natural Diamond Council. Donc NDC, si on préfère, qui est Natural Diamond Council. C'est en fait un consortium, un groupement des 7 plus grosses mines de diamants de la planète qui ont décidé de se regrouper pour parler du diamant et de leurs activités et un peu pour reprendre la parole sur le marché français et international. Donc NDC, au travers de David Kelly, qui est le CEO du groupe, a décidé que l'on puisse être un peu plus présent sur le marché français, d'où ma présence au sein de leur entité française, et en même temps de pouvoir aussi communiquer au travers de cette nouvelle génération qui arrive et de cette génération qui consomme déjà. Et donc, en fait, moi, j'avais connu le DPA, c'est-à-dire l'association des producteurs de diamants. En fait, ça s'est transformé en Natural Diamond Council, effectivement. DPA est devenu NDC. Et donc, vous avez un nouveau site ? Alors effectivement, on a fait au mois tout début juin, donc pendant le confinement, on a transformé le site de DPA en NDC. Donc l'idée, c'est d'avoir un site qui nous permet de communiquer au travers du consommateur final. Donc ça s'appelle Only Natural Diamond. Donc ça, c'est dédié au consommateur final. Et ensuite, on a le Natural Diamond Council qui est dédié au trade, si vous préférez.
D'accord. Et vous m'avez l'air d'une femme de conviction. Vous avez été aussi séduite par la matière, les savoir-faire, etc. Quand on est une femme de conviction, comment on ressent ce diamant naturel? Comment on découvre cet univers et qu'est-ce qu'on découvre dans cet univers? Le diamant, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire des paillettes dans les yeux, ça veut dire du rêve, ça veut dire l'éternel, ça veut dire la symbolique de l'union. Mais le diamant aussi, il y a, comme on dirait, un arrière-plan du diamant. Quand on achète un diamant, on contribue à quoi, in fine? Parce que c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. À quoi est-ce qu'on contribue quand on achète telle ou telle chose? Aujourd'hui, un diamant naturel, quand on en achète un, on contribue à une industrie qui ne revendiquera jamais être verte ou écologique. Par contre, qui fera son maximum, mais vraiment, pour réduire son empreinte carbone et pour apporter une contribution sociale à l'environnement dans lequel elle est installée. Par exemple, produire un carat de diamant, c'est l'équivalent de 2 iPhone et demi. Pardon, je ramène ça à des choses... Oui, non, mais il faut, c'est bien si sûr. je vous dis... j'achète 2 iPhones voilà, j'achète 2 iPhone et demi. Et je pollue autant qu'un diamant, c'est ça que vous me dites? C'est ça ce que je vous dis. Aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, j'espère que l'empreinte carbone, et c'est la volonté de NDC, des membres de NDC, c'est de encore réduire cette empreinte carbone. Aujourd'hui, quand on achète un diamant naturel, on contribue aussi à un environnement social. Quand je parle d'environnement social, qu'est-ce que c'est? Je prends un exemple, on parle souvent de ce qui se passe en Afrique. Concrètement, au Botswana, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il y a des mines de diamants qui sont exploitées. Mais elles sont exploitées en collaboration avec les gouvernements. Je donne l'exemple. Vous avez une extraction de diamants. Quand vous vendez un diamant, vous le vendez, on va dire 100. 80 est reversé au gouvernement du Botswana. 20 va à l'exploitant de la mine. Ces 80, qu'est-ce qui se passe avec ces 80? Le gouvernement botswanais, par exemple, décide d'investir dans des infrastructures. Les infrastructures, écoles, hôpital, routes et aussi l'avenir. C'est-à-dire quand demain il n'y aura plus de diamants à extraire, je prends un cas extrême, demain une mine son gisement sera terminé. Donc qu'est-ce qui va se passer pour ces populations-là? Comment va être la reconversion? Donc en fait le gouvernement du Botswana travaille déjà sur ces questions et a à cœur aussi la partie écologique. Ils réinvestissent en fait l'ensemble de l'argent qui provient des mines dans leur économie locale. Ce qu'on fait aussi, c'est que, vous savez, l'ensemble de ces industries, de ces 7 grands faiseurs, c'est également la contribution en termes d'emploi. C'est 77 000 emplois à travers le monde, ce qui n'est pas à négliger. C'est 10 milliards de redevances qui est reversé aux communautés locales, directement ou indirectement. Quand je dis directement, c'est quand on dit, par exemple, un diamant vaut 100, je reverse 80 au gouvernement et je garde 20 pour moi. Mais c'est aussi, je consomme local, j'emploie local, j'éduque local, je participe à l'effort scolaire. Pendant le confinement, par exemple, De Beers a redistribué 2,5 millions de dollars entre le Botswana et la Namibie. Du coup, c'est des choses, c'est du concret en fait. Quand on parle aussi d'empreinte écologique, par exemple, une mine de diamant, quand elle est... Alors effectivement, c'est vrai, on creuse un trou dans la terre. C'est concret. Il est vrai, on creuse un trou dans la terre. Mais on fait juste creuser un trou dans la terre. On n'utilise pas de produits chimiques. Le seul produit qui est utilisé pour fragmenter la kimberlite, c'est l'eau. L'eau qui est recyclée. Dans certaines mines de diamants, l'eau est recyclée jusqu'à 85%. Donc en fait, c'est un système fluvial en continu. D'autres mines de diamants utilisent de l'énergie éolienne. Donc on développait un parc éolien pour répondre aux besoins énergétiques. C'est des petits exemples concrets qui, moi, m'ont déjà, objectivement, je ne le savais pas. Et c'est dommage de ne pas le savoir. Et en même temps, je me dis, mais en fait, c'est pas anodin d'acheter un diamant, finalement. Donc, du coup, la question, elle se pose. C'est vrai que c'est un prisme de valeur. Au-delà du rêve que peut véhiculer un diamant naturel, c'est à quelle valeur on a envie de contribuer. Je sais que nos mandataires à NDC ont besoin et ont envie de transparence. Et ils le sont. Donc, ils ont tous, par exemple, ils sont tous RJC, par exemple. Et RJC, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme de certification sociale, c'est-à-dire dans quelles conditions humaines vos salariés travaillent, quelles sont les conditions de travail, quels sont le respect des droits de l'homme. Est-ce que les droits de l'homme sont respectés dans le pays dans lequel vous employez ces personnes-là? Le minimum salarial. Et en fait, c'est toutes ces questions-là. Au-delà du processus de Kimberley qui est aujourd'hui acté, donc quand j'entends parler des diamants de la guerre, c'est un peu le passé, si vous voulez. Ça a eu existé, mais aujourd'hui, l'industrie du diamant s'est énormément remise en question, ce qui est très rare. C'est une des rares industries qui a su vraiment penser la révolution sociale, environnementale, une vraie révolution. Et c'est factuel, en fait. C'est factuel. Du coup, c'est important de le dire, de le partager,
Et en même temps, moi j'aime beaucoup leur côté empowerment en fait, les women empowerment. Donc il y a chez De Beers plus de 23% des salariés qui sont des femmes, mais pas simplement à des postes, à tous les niveaux de poste. La managing director, donc la directrice générale de la mine de Murova au Botswana, est une femme. Et elle le dit elle-même. Je suis née au Botswana, j'ai grandi au Botswana, j'ai fait mes études scolaires au Botswana, j'ai fait mon parcours universitaire au Botswana et tout ça c'est grâce au diamant. Et aujourd'hui je suis directrice générale de Murova. Donc du coup c'est des parcours et c'est pas simplement un exemple voilà, que je sélectionne spécialement pour notre échange. Il y a beaucoup d'autres femmes. On a dans le film qu'a fait Olivia First pour Eco Age, elle interviewe une femme qui conduit. Alors je soupçonnais même pas que ce genre de machine existait, donc un espèce de truck qui fait je ne sais combien d'étages. Et c'est un tout petit bout de femme. Enfin, de toute façon, n'importe quelle femme serait toute petite à côté de ce camion. Elle est hyper fière. Ça fait 18 ans qu'elle conduit ce camion. Donc en fait, c'est un camion qui descend dans les mines. Alors c'est pas du tout je descends avec la corde, etc. Donc en fait, c'est des vraies routes qui vous emmènent jusqu'à l'intérieur de la mine. Et ensuite, à l'intérieur, c'est un forage qui est exploité comme quand on creuse une cavité pour un train, en fait. Ou quand on creuse le RER ou le métro. Donc c'est sur le même principe. Et donc là, vous avez des routes qui sont faites. Et donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a des gros cratères. Mais en fait, on fait juste de l'espace pour que les camions et la fluidité de trafic se fassent à l'intérieur de la mine. Et d'ailleurs, ce qui est juste, chaque mine qui est exploitée, il y a une préservation des réserves naturelles autour. Donc plusieurs centaines d'hectares sont préservés, même des milliers, pour pouvoir garder l'empreinte géologique et naturelle, faune et flore. J'ai pas compris ça. L'empreinte géologique, ça veut dire qu'on creuse un trou, on rebouche le trou, on garde l'empreinte de là où il y avait le trou? Non, en fait, on creuse le trou et tout ce qui est autour, on garde le trou pour comprendre comment était l'état de la mine avant qu'elle soit creusée. Tout ce qui est pierre et gravier est mis de côté pour ensuite, quand la mine, par exemple, sera ferme, parce que voilà, l'exploitation arrive à sa fin, on retrouve tout ce dont on a besoin, soit pour boucher, soit pour recréer. Souvent, en fait, on recrée des lacs artificiels. Et derrière, donc, tout est recréé, une faune et une flore. On ne part pas en laissant un gros trou dans la planète, comme c'est souvent dit, mais non, pas du tout. Et puis, l'exploitation d'une mine de diamants. On met des années à trouver un gisement. On met des décennies à trouver un gisement. Des décennies à être sûr que le gisement, il y a bien des diamants. Des décennies pour obtenir des autorisations d'exploitation. Et des décennies, quand la mine ferme, réadapter tout cela. Donc c'est un peu un faux procès par moment. Et donc les producteurs de diamants continuent à travailler même quand la mine est aride, ça? Oui, ils continuent à travailler parce qu'en fait, ils retravaillent à la réinstallation du site tel qu'il était. Quand c'est pas possible, on recrée des lacs artificiels et la faune et la flore. Quand c'est possible, c'est refait, on rebouche et on essaie de recréer une faune et une flore. Et c'est la même chose si on est en Afrique où il fait chaud ou si on est en Russie où il fait froid? C'est la même chose, c'est les mêmes impératifs. Donc par exemple, Alrosa, lui en Russie, fait pareil, préserve d'énormes steppes pour pouvoir aussi retravailler quand sa mine sera tarie, j'ai envie de dire. Et ils ont les mêmes normes environnementales et écologiques que l'ensemble des autres partenaires. Donc c'est assez important parce qu'en fait, ces partenaires-là, c'est entre 75 et 80% de la production de diamants mondial. Donc je veux dire, ils sont fiers de montrer l'exemple et de tirer la voie de la filière. Et finalement, le diamant, c'est rare ou c'est pas rare? Le diamant sera toujours rare. Pourquoi? Alors on nous dit oui, mais il y a des stocks, etc. Oui, mais in fine, ça vient de la terre. Et ça, la main de l'homme n'y peut rien. Donc le jour où la source, elle sera terminée, elle sera terminée. On aura beau avoir des stocks, les stocks viendront épuisants. Ça prendra des décennies peut-être, 20, 30 ans, 40 ans. Mais in fine, quand il n'y aura plus de diamants, il n'y aura plus de diamants. C'est la grande problématique des matières naturelles. Donc voilà, donc, quand un diamant, oui, un diamant est rare dans sa valeur et dans sa quantité. Donc ça reste un cadeau. Ça reste un cadeau. Okay. Ça reste un cadeau, ça reste un produit de luxe, ça reste l'exception, ça reste le symbole. Oui, parce que comme tout le monde le dit, mais il faut quand même le redire, c'est 3 milliards d'années de formation, c'est ça? C'est 500 km au cœur de la Terre, 3 milliards d'années pour la formation. Donc le diamant est présent sur la planète bien avant l'être humain. C'est une pierre d'exception et ça le restera toujours avec ses mystères, hein, bien évidemment. Pourquoi tant de couleurs? Parce que le diamant n'est pas que blanc, il peut être noir, rose, bleu. Donc voilà, et de savoir que la Terre naturellement produit ces pierres-là, c'est waouh. Le vôtre, le préféré, c'est quoi? C'est quelle couleur vous préférez? Alors moi, j'aime beaucoup le diamant bleu. Comme Louis XIV.
Le diamant bleu, je trouve que, je sais pas, il a cette partie très mystérieuse. Et en même temps, il y a un éclat dans des violacés que seul le diamant bleu a. Que je comprends complètement le choix de Louis XIV à ce sujet. Et voilà, c'est cette part de mystère, en fait, que je trouve magnifique. Et si aujourd'hui, vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait, une femme, qui voudrait travailler dans le diamant ou qui voudrait faire quelque chose pour le diamant, qu'est-ce que vous lui diriez ? Porter des diamants. En fait, aujourd'hui, le diamant, c'est bien évidemment, c'est l'achat coup de cœur, c'est l'achat de célébration. Mais ça répond aussi à un besoin d'exception en ce moment. Avec tout ce qu'on a connu ces derniers temps, je pense fondamentalement, ça n'engage que moi, bien évidemment, mais je pense sincèrement qu'on va probablement consommer moins, mais consommer mieux. D'où la nécessité à nos clientes et aux consommateurs de bien identifier ce qu'il y a derrière un diamant, en fait. Et de bien comprendre l'environnement dans lequel son acte d'achat se situe. Parce que, bien évidemment, l'émotion, elle ne s'explique pas. C'est compliqué de guider l'émotion. Le coup de cœur est difficile aussi à guider. Donc, l'émotion que peut provoquer un diamant, elle est propre, elle est personnelle, elle est unique. Au travers de cela, il y a toute la partie à quoi je contribue quand j'achète un diamant. Et en fait, c'est à ces questions-là nous, chez NDC, on veut répondre concrètement et pragmatiquement parlant. Et si je veux travailler dans le diamant ? Il y a beaucoup d'hommes quand même. Hein. Oui, il y a beaucoup d'hommes. Qu'est-ce que vous diriez à une jeune femme en dehors de la cliente ? Vous lui diriez d'abord apprends 5 langues, deviens, je sais pas, vous lui diriez accroche-toi, vous lui diriez quoi ? Vous lui diriez il y a 80% de monsieur, mais c'est très facile de les enrouler autour de ton petit doigt. Comme chaque parcours est unique et différent, le meilleur conseil que je peux donner, en fait, c'est travailler avec honnêteté. Parce que la sincérité et l'honnêteté, on ment pas avec ça, en fait. On peut faire des entretiens pour des super maisons, machin, dire qu'on est les meilleurs sur la planète, qu'il n'y a pas mieux que nous, etc. Mais en fait, la sincérité et l'émotion, pour moi, ça a été des facteurs déterminants dans ma carrière. Je ne pouvais pas travailler pour des personnes qui ne dégageaient pas cela. Et je ne pouvais pas moi-même m'investir si je n'étais pas convaincue. On triche plus, en fait. On triche pas. On peut pas tricher dans notre milieu. En tout cas, moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est être authentique. Et bien évidemment, le travail, en fait. Le travail. Mais l'authenticité, c'est une garantie. On n'est pas du fake, en fait. Comme beaucoup de femmes. C'est comme quand je vous ai dit, je veux vous interviewer, vous m'avez dit, mais je sais pas, c'est peut me mettre en avant, moi. Et je pense qu'il faut quand même dire aux femmes d'y aller. Oui, c'est vrai, il faut foncer. Il faut croire en soi, il faut croire en sa valeur, ne jamais douter de sa valeur. On a des ressources extraordinaire, nous les femmes. On a une capacité de faire, de refaire, de dingue. Donc, il ne faut jamais se remettre en cause ou penser que oui, mais je ne sais pas. Oh, mais peut-être. Oh, mais t'es sûre que moi, Non, il faut y aller. On se posera les questions après. On se pose des questions avant. Posons-nous les questions après. Allons-y, en fait. Donc, c'est le mot de la fin. Allons-y. Allons-y. Merci beaucoup, Mina. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Mina El Adraoui sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Le mois prochain, dans le prochain épisode de Brillante, je recevrai Violaine Dastor, la responsable du département joaillerie de Christie's. En attendant ce rendez-vous, encouragez le podcast en vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube et en mettant des commentaires. Ça fait vraiment une différence. Si vous êtes sur Apple Podcasts, mettez plein d'étoiles brillantes et partagez sans modération. Je vous souhaite une semaine brillante et vous donne rendez-vous dimanche prochain sur le podcast Il était une fois le bijou pour découvrir le premier épisode de la thématique sur les bijoux d'exception. En attendant, soyez brillantes.